Donc la dernière fois, je crois que c'est notre dernier TD de MMEF. Vous me confirmez? Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Donc je vais certainement pas aborder les éléments finis 2D. C'est pas très grave. Il faut quand même que vous les regardiez parce que sur votre cours, parce que vous pourriez avoir des questions de cours en fait au DS dessus. Ça c'est normal, hein, et ça va jusqu'à là. Par contre, sans faire de révélation extraordinaire, même s'il peut y avoir des éléments finis 2D, donc sur la partie question de cours, on fait rarement des exercices en fait sur des éléments finis 2D en examen parce que tout simplement les calculs sont beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes. Donc on préfère que vous ayez bien compris en fait ce qu'on a déjà fait en 1D. Donc voilà, donc ne vous affolez pas si on ne va pas jusqu'à la partie éléments finis 2D. Néanmoins, si vous souhaitez des éléments de correction sur ces parties éléments finis 2D, je vous les fournirai une fois que vous m'avez montré ce que vous avez déjà fait sur l'exercice. J'essaie de vous débloquer et de vous donner éventuellement la solution si si vous êtes très proche, sans aucun problème. Donc là, ce que j'aimerais bien faire pour cette dernière séance, et j'ai déjà commencé la dernière fois, mais on n'avait pas été très loin, c'est vous faire un exemple qui récapitule quasiment tout le cours de MMEF. Donc c'est une espèce de grosse révision jusqu'à la partie éléments finis. Toujours pour des questions donc, de calcul assez simples à faire à la main, un peu ce que vous auriez dans un examen. Je vais monopoliser votre attention sur un problème 1D. Et en plus, vous allez voir, au niveau de la discrétisation, je vais utiliser une discrétisation très très petite puisque je vais utiliser que deux éléments. Donc là, vous avez déjà le dessin de la poutre maillée, on va dire, hein, puisque sur la solution analytique, je vous avais dit, comme on va utiliser deux éléments, on va devoir à un moment donné calculer le déplacement du nœud qui se trouve au milieu de la poutre, c'est-à-dire en L sur 2 ou de la barre, hein, peu importe la terminologie. Et donc, avec la solution analytique, on avait trouvé que ce déplacement en L sur 2 valait 1 demi de QL carré sur 4S plus UD. Donc ça, c'est ce que vous avez sur les yeux. C'est à ça qu'on était arrivé. Maintenant qu'on a une solution analytique, alors bien sûr, hein, quand vous avez un problème élément fini, vous n'avez jamais de solution analytique en général, hein, mais ici, c'est histoire de pouvoir se raccrocher à quelque chose de connu. Et bien maintenant, on va passer à la formulation faible de ce problème. Donc ça fait une révision sur les parties précédentes que vous avez vues en MMEF. Donc on a en partie 3 la formulation faible du problème. Alors, on ne va pas la traiter complètement, parce que ça, je vous l'avais dit avant qu'on parte la dernière fois, mais la formulation faible a déjà été traitée dans un exercice. Alors, je ne me souviens plus du numéro de l'exercice, mais dans cet exercice, la forme forte s'écrivait alpha de x, u' de x, le tout dérivé par rapport à x, plus cu égale f de x. Voilà, donc ça, c'est le problème qu'on avait vu ensemble. Alors, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas à tout refaire, justement, parce que dans ce problème, on avait montré que la formule linéaire A, eh bien, elle s'écrivait, quel que soit V, l'intégrale de 0 à L, donc sur mon domaine de alpha de x, u' de x, v' de x, plus c facteur de u de x, v de x, dx. Et on avait le second membre qu'on avait trouvé qui valait l'intégrale de 0 à L de f de x, v de x, dx. Voilà, donc ça, c'était la forme forte qu'on avait trouvée, plus les conditions limites, bien sûr, que je n'ai pas reprises ici, qu'on va adapter pour notre problème de la barre suspendue. Donc, si on regarde effectivement par rapport à notre formulation forte qu'on a, hein, qui, je vous le rappelle, était juste au-dessus, là, c'est celle-ci, eh bien, on voit que on est dans un cas particulier. On a, donc pour notre problème, on a en fait C qui est égal à 0. On a alpha de x qui n'est pas une variable, en fait, qui n'est pas une fonction variable, mais qui est une constante qui vaut E, le module de Young, fois S, la section. Et la fonction f de x est aussi une constante qui vaut, dans notre cas, Q. Donc finalement, si je la réécris à notre sauce, la sauce de notre problème, on a A de UV qui est égal à l'intégrale de 0 à L de ES U'
V' dx et L de V qui est égal à l'intégrale de 0 à L de Q V dx. Et ça, bien sûr, on sait quel que soit V élément de V0. Et ce qu'on cherche, c'est U élément de K. On cherche U élément de K, l'espace de solution. Donc, l'espace de solution, c'est comme V0, sauf que les conditions au lieu bord respectent les conditions de Dirichlet. Alors, pour ce cas particulier, ça c'était un résultat assez important, pour C égale 0, on avait montré que A, du coup, notre forme bilinéaire est symétrique. On avait aussi montré qu'elle était coercive, tout le temps coercive. Donc, du coup, on va pouvoir appliquer le théorème de l'axe Milgram et donc on est sûr qu'on va trouver une solution et que ça sera une solution unique donc pour notre problème. La forme faible maintenant complètement énoncée, la voici. Donc, je définis mes espaces vectoriels. Faites attention, ça c'est très important. Ça fait une grosse partie de la note en général dans les exercices. Hein, c'est la bonne définition des espaces vectoriels. Donc, V0, c'est l'espace tel que V est élément de H1 de 0 à L, tel que V de 0 égale 0 et V de L égale 0. Monsieur, si Oui. on a des conditions de Neumann ou autres, on va pouvoir le définir dans quel espace notre V? Alors, ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai que ce n'est pas si évident à bien intégrer. Les conditions de Neumann ne sont pas intégrées dans le choix de l'espace vectoriel. Les conditions de Neumann, elles se retrouvent à l'intérieur de A, la forme bilinéaire, et elles se retrouvent à l'intérieur de L, le second membre. Ouais, ça oui, mais en même temps, le V de 0 égale, enfin, le V aux bornes qui vaut 0, c'est valable que pour des conditions de Dirichlet, non? Bien sûr, les conditions de Dirichlet, je te redis, hein, les conditions de Dirichlet sont incluses dans l'espace que tu vas choisir, alors que les conditions de Neumann sont incluses dans le A et le L. Alors attends, parce que je ne suis pas encore. Hein, parce que là, la vraie solution, ce n'est pas V0, hein, c'est l'espace K. Et l'espace K, c'est U, c'est les fonctions U, éléments de H1, 0, L, telles que U de 0 égale 0, et surtout dans notre cas, où on a une Dirichlet non homogène, U de L égale UD. Et UD est différent de 0. Donc, mon espace de solution, je le choisis déjà tel que ma fonction doit respecter les conditions limites de Dirichlet. Ensuite, mon espace V0, ça c'est pour ma fonction test. Lui, c'est ce qu'on appelle, il respecte les conditions limites à 0 de Dirichlet. Et c'est lui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est sur cet espace V0 qu'on va chercher la coercivité de A. Ça ne sert à rien de la chercher sur la coercivité de A sur K. Et pour répondre à ta question, de nouveau, eh bien, les conditions de Neumann ne se trouvent pas dans le choix de l'espace vectoriel. Jamais. Est-ce que ça répond bien à ta question ou pas? Je crois, oui. Les conditions de Neumann, tu vas les trouver dans l'expression de A et l'expression de L. Bon, il se trouve que là, on n'en a pas, hein, des conditions de Neumann. Mais par contre, on a quelque chose qu'on n'a jamais vu ensemble, c'est qu'on a une condition de Dirichlet non homogène. Alors, quand je dis jamais vu, c'est une fois qu'on a mis en place la méthode des éléments finis. Si ça répond à ta question, je continue. Ouais, c'est bon. Donc, dans l'énoncé, maintenant, il faut trouver U, élément de K, bien sûr, tel que, quel que soit V élément de V0, on est A de UV égale LV, et avec eh bien, A de UV égale, en fait, c'est tout ce qu'on a là. Je vais le recopier direct. Hop, tout ce qu'on a là. Voilà, ça, c'est l'énoncé complet de la formulation faible de notre problème.
Voilà, donc ça, tout ça, c'est l'énoncé de la formulation faible. C'est grosso modo ce qu'on attend dans une rédaction de votre part sur un examen. Il faut que vous sachiez au moins écrire l'énoncé correctement de la formulation faible. Alors ensuite, il y a celui qui est presque identique, c'est l'énoncé de la formulation faible discrète. Alors celui-là, il n'est pas très compliqué parce que grosso modo, je peux reprendre l'intégralité de ma formulation faible. Tout ça, je peux le recopier. Voilà. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de prendre en fait des éléments dans mon espace discret. Donc ici, mon espace d'approximation pour V0, il va s'appeler V0H. Il va s'appeler KH. Mes fonctions vont être des fonctions discrètes UH, VH. Les conditions limites vont se donner sur les VH. Voilà. Tout ça, ça reste tout identique. Il y a juste des H qui viennent un peu partout. Voilà. Et ici, on a A de UH, B de H, LV de H. Donc, c'est exactement la même chose. Avec quelque chose d'un petit peu supplémentaire, c'est que j'ai projeté donc mes fonctions dans un espace donc qui est un espace moins riche que mon espace d'origine. C'est pour ça que c'est un espace d'approximation. Et j'ai des relations supplémentaires qui me disent que je vais avoir U de H qui est égal à la somme pour I égale 0 à N. Donc, en fait, ça, c'est l'indice de mes degrés de liberté, de mes nœuds et de mes degrés de liberté, puisque ici, là, j'aurai qu'un degré de liberté par nœud. De UI, ça, c'est mes valeurs au nœud, des fonctions qui vont engendrer mon espace qui s'appelle phi I de X. Voilà. Ça, c'est ma première relation, qui est ma première relation supplémentaire. Et la deuxième, c'est que V de H, de la même façon, je vais pouvoir l'écrire comme étant la somme de I égale 0 à N des VI, cette fois-ci, phi I de X. Voilà. Donc, I, c'est le numéro, en réalité, du degré de liberté, on appelle ça un DDL, au nœud du maillage. Alors, méfiez-vous, vous pourriez très bien avoir des nœuds, enfin des éléments avec des nœuds qui auront plus d'un degré de liberté. Dans ce cas-là, le n sera bien le nombre de degrés de liberté totaux. Donc, si par exemple, vous avez 2 degrés de liberté par nœud, vous allez aller de 0 à 2n, tout simplement. OK. Donc, une fois qu'on a ça, le problème, c'est la même chose. Il faut trouver UK élément de KH, tel que machin, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose, mais c'est sur l'espace discret. Donc, vous voyez que la seule chose que j'ai rajoutée, finalement, c'est cette partie-là. OK. Donc, on reprend complètement maintenant la formulation faible, qui est ici, l'expression de la formulation faible, mais sauf que je vais introduire dedans A et B. Donc ça, c'est la partie qui n'était pas facile à comprendre, donc je vais la détailler très finement. Donc je reprends et j'écris en fait A égale L, mais en détaillant UH et VH. Donc j'ai A de somme pour I égale 0 à N de UI phi I de X. Et mon deuxième terme, c'est somme. Je ne peux pas prendre le même indice, ça c'est impossible. Donc c'est somme de J égale 0 à N. C'est une forme bilinéaire, donc il faut forcément deux indices muets. Donc de J, VJ, phi J de X. Et ensuite, je soustrais. C'est pour éviter de mettre le L de l'autre côté, je vais soustraire le L. Donc L. Et là, par contre, je peux très bien prendre n'importe quel indice. Donc je vais prendre le même que l'autre, le I là, de VI, phi I de X. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Voilà de là d'où je pars, en fait. Et c'est là qu'intervient des permutations pour pouvoir, en fait, faire en sorte de
comme cette chose-là, en fait, est vue quel que soit VH, ça c'est vrai, quel que soit VH, ça va me permettre de supprimer, en fait, l'intervention de VH dans mon équation. Et si j'arrive à faire ça, bah, c'est gagné parce que je pourrais du coup avoir juste un système linéaire à résoudre. Donc c'est là où ça devient un petit peu délicat. La première chose que je peux faire, comme A est une forme bilinéaire, n'oubliez pas que les termes qui sont ici, ce ne sont pas des variables, hein, elles ne dépendent pas de x, ce sont les valeurs au nœud. Ce qui veut dire que par rapport à ma forme linéaire, ce sont des constantes. Ces UI et ces VJ, ce sont des constantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très bien les sortir de ma forme linéaire. Je ne peux pas les sortir de mes sommes, donc je vais être obligé de garder mes sommes. Donc je vais toujours avoir une somme pour i égale 0 à n de ma somme pour j égale 0 à n, ça ne change pas. Voilà. Mais sauf que là, maintenant, je vais pouvoir sortir les UI, VJ de ma forme bilinéaire. Donc je vais avoir UI, VJ, A, et il va me rester plus que les phi I, phi J. Alors j'arrête de dire qu'ils sont fonction de X parce que là, c'est évident. Et c'est pour ça que je peux pas, eux, je ne peux pas les sortir, hein, parce que eux, ce sont des fonctions de X. Voilà. Et puis ensuite, je vais pouvoir écrire derrière. Là, attendez, il doit manquer quelque chose. Ouais, il me manque une parenthèse ici, voilà. Si je veux être vraiment cohérent. Et là, je vais faire pareil pour mon second membre. Donc, mon second membre, je vais pouvoir l'écrire somme sur i égale 0 à n de vi fois L de phi i. Donc, ce passage-là, en fait, est vraiment très, très important. Le passage de cette ligne-là, c'est toujours quel que soit VH, hein, le passage d'ici à ici, c'est la clé. Et on peut le faire en réalité parce que vous avez vu ce que c'était qu'une forme bilinéaire avant, ou une forme linéaire. C'est vraiment la clé des éléments finis, elle se trouve dans ce passage-là. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas bien compris, c'est vraiment là où il y a quelque chose de très intéressant. Alors ensuite, le problème que j'ai, c'est que si je veux pouvoir factoriser par ce terme-là, il faut que le VJ qui soit ici se transforme en un VI quelque part. Donc ça, on sait parfaitement le faire. En réalité, ce que vous avez là, c'est ce que je vous avais écrit la dernière fois, vous avez quelque chose du style, donc dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui vaut, c'est quelque chose qui est du style U, A, V. Et vous voulez que le V soit de l'autre côté. En fait, vous avez besoin de mettre le V là, en premier. Donc vous allez faire V, et là, c'est la définition de la transposée, fois U. Ça se traduit par quoi? Sous forme indicielle. Bon, ça, c'est une petite parenthèse hein, pour vous remontrer ce que je vous avais déjà écrit la dernière fois. Bah, ça va se traduire que je vais pouvoir inverser les indices I et J à l'intérieur de mes sommations, mais à condition d'inverser les phi I et phi J à l'intérieur de A, ma forme bilinéaire, pour en prendre la transposée. Donc maintenant, je vais passer de là à la ligne suivante. J'ai toujours ma somme sur I égale 0 à n de ma somme sur J égale 0 à n, c'est-à-dire rien qui change. Et là, je vais swapper mes deux indices. Donc, je vais avoir un UJVI. Mais si je veux pouvoir faire ça, il faut aussi que je swappe en fait mes deux fonctions. C'est-à-dire que je prenne la transposée de A. Voilà. Donc là, j'ai pris la transposée de A. Là, je ne change rien. C'est la même chose. Monsieur, Oui, c'est le même A que vous avez écrit par rapport à la deuxième ligne. oui, oui, bien sûr, c'est le même. Pourquoi? Mais du coup, c'est quoi prendre la transposée de A là? Ah non, excuse-moi, je me suis trompé. Oui, oui, tu as raison. Tu voulais dire, je me suis trompé, j'ai écrit le même A. Et tu as tout à fait raison. Oui. Oui, j'ai oublié de le transposer. Fiji. Voilà. Oui, sinon, ce n'était pas compréhensible, effectivement. Merci beaucoup. Alors, attention, maintenant que je suis là, cette variable qui est là, le VI qui est là, il ne dépend pas de J. Bah oui, c'est dans sa définition. Hein. Donc, ce qui veut dire que je peux le sortir. Je peux le sortir, en fait, du J, parce qu'il ne dépend pas de J. Donc, je peux le mettre ici.
Voilà. Et donc ici, il va me rester quoi? Il va me rester UJ, A de phi J, phi I, moins. Alors, j'aurais pu le mettre aussi en facteur tout de suite. C'est ce que j'ai fait en fait dans mon exemple. Parce que du coup, j'ai le somme de I qui est le même pour mes deux termes, pardon. Donc du coup, je peux le sortir et je vais avoir un moins L de phi I. Et tout ça, c'est égal à 0, quel que soit pH. Voilà. Dernier passage un peu délicat. Je peux sortir le VI. Donc, si vous regardez bien, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque ligne, les I, c'est des indices de ligne, pour chaque ligne I, on peut écrire, en fait, je peux enlever tout ça. Donc, pour chaque ligne I, je vais pouvoir écrire ça. Mais ici, tout ça, tout ce que je viens d'écrire, c'est quel que soit VH. Donc, ça veut dire quels que soient les VI, en fait. Donc, si c'est quels que soient les VI, eh bien, je peux très bien choisir un VI différent de 0. Sinon, je serais drôlement embêté pour simplifier. Et à ce moment-là, eh bien, je vais avoir plus que somme sur J de 0 à n de UJA de phi J phi I moins L de phi I est égal à 0. Donc, c'est comme ça que je vais faire disparaître en fait le VI. Alors, le seul problème aussi, c'est qu'on ne sait pas calculer. Ça, on ne sait pas le calculer. Hein. F de phi J phi I UJ, ça, c'est pas classique en fait. C'est pas qu'on ne sait pas le calculer, mais on ne l'a jamais défini. Ça n'a jamais été défini ce calcul-là. Pour vous donner un exemple, c'est comme si on vous disait calculez-moi ça, U, une fois contracté, A, en mécanique des solides. Ça, on ne vous l'a pas défini. Alors, on pourrait le définir, mais on ne l'a pas défini. Ce qu'on a défini, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on a défini, c'est ça. Ça, on sait le calculer. Et vous savez très bien ce que c'est. En fait, c'est un produit, une fois contracté d'un tenseur d'ordre 2 avec un tenseur d'ordre 1, mais c'est aussi en fait une matrice multipliée par un vecteur, tout simplement. Donc, comme on ne peut pas vraiment, ce n'est pas très usuel, ce qu'on va faire, c'est que ce A-là, on va le remplacer par une autre matrice qui est la transposée de A. Et on va l'appeler RJ. Donc, RJ, en fait, on va dire que c'est A de phi J, phi I. Donc, à la fin, si je remplace ensuite le L de phi I, bon, L de phi I, là, que j'avais pour M. Gauban, je vais aussi l'appeler d'une autre façon, je vais l'appeler LI. Finalement, pour chaque ligne, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec somme pour J égale 0 à N des R, I, J, U, J, et sachez le calculer du coup, c'est bien un produit matrice vecteur, moins LI est égal à 0. Donc, si je fais ça pour chaque ligne, en réalité, ça me donne un système matriciel qui va s'écrire grand R, ma matrice grand R, fois mon vecteur U est égal à un vecteur L. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on doit résoudre avec la forme faible pour trouver nos solutions dans un espace approché type élément fini. Alors, pour notre problème de la poutre par exemple, ça veut dire que RIJ, ça va être égal à l'intégrale de 0 à L des ES phi prime J de X, phi prime I de X, dx. Alors, je fais exprès de les mettre dans cet ordre-là
même si c'est symétrique. Donc, je peux très bien inverser les I et les J, hein, ça ne va rien me changer. Je fais exprès pour vous montrer que ce que je suis en train de calculer, c'est bien A de phi J, phi I. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Et mon deuxième membre, LI, bah, ça va être l'intégrale de 0 à L de Q phi I de X dx. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Normalement, vous ne devriez pas en avoir beaucoup, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous trouvez ça plus clair que ce que j'ai fait la dernière fois. J'étais peut-être un peu plus détaillé. Oui, oui, c'était bien clair. Ok, merci beaucoup. Bon, à partir de là, on va regarder les matrices de raideur élémentaire, le second membre. Et je vais vraiment vous montrer toutes les méthodes pour calculer la matrice de raideur. Alors, pour l'instant, on va faire ce que vous savez faire. Hein. On va calculer la matrice de raideur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Hop, hop, hop. Ouais, j'ai calculé les matrices de raideur élémentaire avec l'élément de référence. Ouais, c'est bon. On va commencer par là. Donc, à partir de là, je suis obligé d'avoir un maillage. Donc, on choisit un maillage. Donc, ce maillage, il va être très simple. On va avoir, je le fais à l'horizontale, ça tient moins de place, hein, mais ma poutre est bien sûr verticale. On va prendre un maillage régulier, donc de même longueur. Et donc, ici, je vais avoir un élément de longueur L sur 2, L sur 2. Et là, je vais avoir mon nœud X0, mon nœud X1 et mon nœud X2. Donc là, j'ai l'élément 1 et là, j'ai l'élément 2. Donc, maillage très, très simple. Si je veux calculer mon maillage, donc un élément de ma matrice de raideur, je vais écrire RIJ égale, comme j'ai deux éléments, l'intégrale de 0, donc, qui en fait, ça c'est x0, hein, à x1, c'est égal à L sur 2, de ES, phi prime J de X, phi prime I de X dx, plus, il ne faut pas oublier que j'ai l'intégrale de 0 à L, donc je continue, plus l'intégrale de x1 qui est égal à L sur 2 à x2 qui est égal à L, cette fois-ci, de ES, pareil, phi prime de J de X, phi prime I de X dx. Donc ça, je suis avec deux éléments. C'est pour ça que j'ai divisé mon intégrale en deux. Si j'étais avec trois éléments, je serais obligé de la diviser en trois éléments. Donc ça, cette chose-là, j'ai fait exprès, hein, ça c'est l'élément 1, c'est la participation à l'élément RIJ de l'élément 1 et RIJ de l'élément 2. Donc j'ai fait exprès de le mettre comme ça. C'est simplement pour vous montrer que je peux écrire en réalité mon RIJ comme étant la somme. Alors, je vais l'appeler P de 0 à n-1, ça c'est ma somme sur les éléments, de l'intégrale de xp à xp plus 1 de ES, phi prime de J de X, phi prime de I de X dx. Donc ça, c'est la boucle sur l'élément, je boucle sur l'élément P plus 1. Tout simplement parce que je ne commence pas à 0, en fait, hein, c'est pour ça. Donc, mon numéro d'élément, ce n'est pas P, hein, c'est P plus 1. Donc là, du coup, je vais bien boucler de l'élément 1, si vous regardez bien, donc à l'élément 2. Voilà, bon, jusque-là, ça va. J'ai oublié de mettre que n ici, ça vaut 2. Ça, c'est RIJ. Ensuite, oui, je t'écoute. C'est quoi l'intérêt de mettre la somme de 0 à n-1 et de faire l'intégrale de xp à xp plus 1? Alors, en fait, c'est plutôt, ça se pose dans l'autre sens. Là, en réalité, le P, c'est pour faire une boucle sur les éléments. Mais je pourrais faire autre chose. Hein. Je pourrais boucler de 1 à n, donc ça ferait 1 et 2. Et du coup, au lieu de mettre xp, je serais obligé de mettre xp-1 à xp. C'est pareil. Oui. C'est exactement pareil.
En plus, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on a fait l'exemple sur MATLAB, il se trouve que MATLAB ne commence pas ses boucles à zéro. Donc, voilà, peu importe en fait, hein. Là, c'est juste pour reprendre quelque chose qui est similaire à ce que je vous avais écrit la dernière fois. Ouais, ok. Voilà. Alors, c'est là qu'on voit apparaître en fait ce qu'on appelle la matrice de raideur élémentaire. Elle est là. C'est ça. Et on voit bien, matrice de raideur élémentaire, et on voit bien qu'en fait, la matrice de raideur globale est une addition de ces matrices de raideur élémentaires. Mais c'est une addition un peu particulière puisqu'effectivement, il y a des éléments qui vont se chevaucher, puisque on fait en fait une intégrale sur les nœuds, et il y a des nœuds qui sont identiques d'un élément à l'autre. Donc, c'est cette matrice de raideur élémentaire qu'on a appelée R, petit r, alpha, bêta. Donc, je reprends la terminologie de l'élément, donc numéro P plus 1. Et donc, ça, c'est l'intégrale de xp à xp plus 1 de ES, phi prime de J de X, phi prime de I de X. Ah, non, excusez-moi, je me suis complètement trompé. C'est là. Là, par contre, c'est là où j'ai peut-être fait une boulette la dernière fois. Parce que là, parce que c'était pas très cohérent ce que j'avais écrit. Là, je suis à bêta plus P ici, et là, je suis à alpha plus P. Pour être très, très rigoureux, c'est exactement ça. Et donc, ce truc-là, je vais pouvoir le balader ensuite pour P qui va varier de 0 à n-1. Voilà. Alors, une fois que j'ai calculé ça, donc ça, j'ai alpha en fait qui va varier de 0 à 1, et j'ai bêta qui va varier de 0 à 1. Et pourquoi j'ai ça? Parce que je vais utiliser des éléments P1, et pour ces éléments P1, chaque élément, je ne sais si vous vous souvenez bien, va avoir des fonctions de forme, deux fonctions de forme qui vont le traverser. C'est pour ça qu'en fait, j'ai un alpha et un bêta. Donc, en fait, ce R de alpha bêta, là, P plus 1, c'est la matrice de raideur de l'élément P plus 1. OK. Pour le second membre, c'est pareil, en fait, hein, ça va très vite aussi. Le LI, c'est l'intégrale de 0 à L de Q phi I dx. Et donc, ça veut dire que le LI, c'est la somme, je reprends la même chose, hein, de P égale 0 à n-1, de l'intégrale de xp à xp plus 1 de Q phi I de x dx. Pareil, on note petit l alpha de P plus 1 qui va être égal à l'intégrale de xp à xp plus 1 de Q de phi P plus alpha de x dx. Et donc ça, eh bien, ça, c'est le second membre élémentaire de l'élément P plus 1. Et on voit bien que mon LI global, hein, c'est bien la somme, donc c'est l'assemblage en fait de ces seconds membres élémentaires, de chaque élément en fait. Alors, ça, pour l'instant, on n'a encore pas fait appel à l'élément de référence, ce qui veut dire que les phi P plus alpha, là, ils sont tous différents. Pour chacun de mes nœuds, j'en ai des différents. Donc, si je vous refais, par exemple, le premier, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, si je prends le premier phi, il n'a strictement rien à voir avec les autres. Oula. Voilà, mon premier phi. Là, j'ai mon point x0, là, j'ai mon point x1, par exemple. Mon premier phi, mon phi 0, il faisait ça. Toc, toc. Ouais. Donc
ça, c'était mon premier phi. Et puis, ensuite, je vais avoir le deuxième, etc. Bon, là, je vais mettre que celui-là. Ça, c'était mon phi 0. C'est juste pour vous rappeler ce que c'était que les phi. Et après, il est nul pour tout le reste. Bon, ici, ça va être très simple, puisqu'en fait, je vais avoir que 2 éléments. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de fonctions de forme qui vont intervenir pour les calculs. Alors, comme ce n'est pas très pratique, puisque là, on va changer de phi à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul de R alpha bêta de l'élément P plus 1 et de L alpha de l'élément P plus 1, eh bien, on va les faire sur l'élément de référence. Donc, on va faire un changement de variable. On y va. Donc, le R alpha bêta P plus 1, c'est égal à l'intégrale de moins 1 à plus 1 cette fois-ci. C'est là où intervient le changement de variable, de ES, phi chapeau prime, ça c'est ma fonction bêta de X chapeau. Alors attention, comme là j'ai dérivé ma fonction, il faut que j'utilise le mapping, la fonction de mapping, donc taux de X chapeau dx chapeau moins 1. Ça c'est parce que dans l'expression de A, en fait, j'ai la dérivée de phi qui intervient. Et je l'ai 2 fois, puisque je l'ai pour l'autre partie. Donc, j'ai phi chapeau prime de alpha. Et encore une fois, j'ai mon déronto de x chapeau sur dx chapeau moins 1. Mais le tout, en fait, est dans une intégrale. Donc, je multiplie ça par j, mon jacobien, dx chapeau. Avec le jacobien, en fait, c'est la dérivée de des taux par dx chapeau. Je vous rappelle que taux de x chapeau, sa définition, c'est phi 0 chapeau de x chapeau fois xp plus phi 1 chapeau de x chapeau par xp plus 1. Donc, cette fonction inverse, là, je l'ai pour chaque élément. Donc, ce qui veut dire que si vous faites le calcul, eh bien, vous allez trouver que j, ça vaut en réalité xp plus 1 moins xp sur 2. Et si la longueur de mon élément, je l'appelle h, ça fait h sur 2. Voilà, si mon maillage est régulier. Et dans mon exemple, le h, là, ben, il vaut en réalité L sur 2, puisque c'est la longueur. J'ai que 2 éléments. Donc, du coup, h vaut L sur 2. Donc, mon jacobien va valoir L sur 4, tout simplement. Le J-1 qui intervient dans mes calculs, c'est le déronto de x sur des x chapeaux à l'exposant moins 1. C'est l'inverse, en fait. Ben, c'est égal, du coup, à 2 sur h. Je ne vous refais pas tous les calculs, mais on avait montré que phi chapeau prime de 0, c'est égal à moins 1,5. Et on avait montré que phi chapeau prime de 1, c'est égal à plus 1,5. Du coup, je vais pouvoir calculer maintenant donc ce que je cherche. Ça, on va l'utiliser plus tard quand on va faire nos calculs, mais je vous le rappelle ici. Et on va pouvoir donc écrire que R alpha bêta de l'élément P plus 1, donc le petit bout de matrice de raideur élémentaire, ce truc-là, il vaut l'intégrale de moins 1 à plus 1 de 2s sur h, phi prime bêta, chapeau, fois phi prime chapeau alpha, dx chapeau. Le 2s, on peut le sortir, donc en fait, ça fait 2s sur h. Ça, c'est une constante, du coup. Et les seules intégrales que j'ai... Comment? C'est pas 4es? Pourquoi? Parce que j, c'était égal à h sur 4, non? Pas h sur 2. Non, c'est h sur 2, j. J'ai dit que c'est j, en fait, si... Oui, ah oui, si d'accord, h, c'est L. ouais, c'est si j'avais mis L, en fait. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis. Bon, après, on le mettra, mais Mais pour l'instant, pourquoi je on ne l'ai prend pas mis. l'inverse de j, alors que dans la formule O1, on n'a pas de j-1?
Attends, là, je n'ai pas compris ta question. Vas-y, redis. À la formule au petit 1, le Oui. J, il n'est pas puissance moins 1. Pourquoi on Le prend J. l'inverse de J alors? Ben, parce que, en fait, ça, attends, je remonte un petit peu. Hein. Ça, c'est J-1, ça. Et ça, c'est J-1. Ce que j'écris dans la parenthèse là. Ah, ok. Donc, J-1 par J, bah là, ça va faire 1. Et il te reste un J-1. Donc, le 2 sur H. Ça répond à ta question? Ouais, merci. OK. Ça marche. Bon, ça, c'était pour... bah voilà, on a trouvé notre matrice de raideur élémentaire. Donc, on l'utilisera tout à l'heure. Hein. Et puis, maintenant, notre second membre élémentaire, exprimé sur l'élément de référence, eh bien, lui, il va valoir, en fait, donc c'est L alpha de l'élément P plus 1, c'est l'intégrale de moins 1 à plus 1 de Q, phi chapeau alpha, J, dx chapeau. Et donc, en fait, si on le développe complètement, dans notre cas, ça va faire Q sur H sur 2. Ça, c'est le J qui intervient, moins 1 plus 1, parce que là, on n'a pas de dérivée. Hein. Et donc, phi chapeau alpha dx chapeau. Voilà. Donc, on a nos deux choses qui sont importantes pour faire nos futurs calculs. Voilà. Donc, ça, c'est notre second membre. Donc là, on a ça pour l'instant, on a fait exactement ce qu'on a déjà fait. Le seul truc qu'on n'a pas encore fait, c'est faire le calcul de ces deux choses-là. Donc, cette matrice R alpha bêta et ce vecteur L alpha, ça, on n'a encore pas fait. Et puis surtout, on n'a pas fait l'assemblage. On va le faire, hein, mais pas tout de suite. Là, maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, il y a un moment donné, je vous ai dit, on peut très bien ne pas passer par les matrices élémentaires. Tout à fait possible. Et donc, c'est ça que j'aimerais vous montrer pour vous montrer qu'on trouve exactement la même chose. Ça veut dire que là, on va repartir sur le calcul de R. Donc, R, en fait, je vais le décomposer. Alors, ici, j'ai que deux éléments. Donc, du coup, je vais avoir deux matrices. Enfin, mes nœuds vont partir de 0 à 2. Voilà, ça fait 0, 1, 2, donc ça va faire 3 nœuds. Donc, ma matrice R, elle fait 3 par 3, parce que j'ai qu'un degré de liberté par élément. Donc là, j'ai l'élément R0, 0. Là, le R01, le R02, R10, R11, R12, R20, R21 et R22. Voilà, ma matrice R, toute assemblée, elle doit ressembler à ça. C'est parce que, en fait, là, j'ai deux éléments. Bien sûr, si j'en avais trois, elle serait plus grande. Le U, ça, ce sont mes inconnus. Je vais les noter. C'est un vecteur que je vais noter. Donc, U0, U1, U2. C'est ce qu'on appelle les degrés de liberté. Et mon second membre, mon vecteur L, là, c'est une matrice colonne qui vaut L0, L1, L2. Donc, je peux, dans un cas aussi simple, je peux très bien calculer de manière directe, eh bien, sans passer par les matrices de raideur élémentaire, je peux directement calculer R00, L0, R01, etc. J'inverse ma matrice R, je me la multiplie par L et je trouve U automatiquement. Donc, je pense que ça, bien sûr, il ne faut jamais le faire, mais il faut le faire au moins une fois pour comprendre. Donc là, je vais vous calculer. Il y a un moment donné, je vous avais dit, on ne fait jamais ça. C'est-à-dire qu'on ne calcule jamais la matrice de raideur complète. Et là, vous allez comprendre pourquoi on ne le fait pas. Alors, on y va. Mais on va le faire sur un cas très, très simple. Calculons R0 de 0. Je reprends la définition. C'est l'intégrale de 0 à L. Donc, je ne décompose pas du tout, en fait, par élément. C'est l'intégrale de 0 à L de ES, phi'0, phi'0, dx. Voilà, ça, c'est sa définition. Et je vous rappelle ce que vaut phi0, c'est x1 moins x sur h. Et donc, phi' de 0, je le répète, c'est moins 1 sur h dans ce cas-là. Voilà.
attention, hein, tout à l'heure, ce que je vous ai donné, c'était le phi prime chapeau de 0 qui valait moins 1,5. Mais là, dans le cas du phi, ma fonction de forme, c'est moins 1 sur h. J'ai h qui est égal à L sur 2, c'est là que je vais l'utiliser parce que j'ai deux éléments. Faites attention, en fait, ici, phi 0, il est différent de 0 uniquement pour x éléments de 0 à L sur 2. Je vous l'avais dessiné, en fait, tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, vous voyez qu'il est différent de 0 uniquement de là à là. Après, il est nul. Donc, ça a une importance hein, pour le calcul que je vais faire. Donc, ça veut dire que ça ne sert strictement à rien que je fasse l'intégrale de 0 à L. Je peux m'arrêter de 0 à L sur 2. Puisque, de toute façon, après, pour le reste de l'intervalle, c'est-à-dire de L sur 2 à L, phi 0 est égal à 0. Donc, mon R0, 0, ça va être simplement l'intégrale de 0 à L sur 2 de ES moins 1 sur H par moins 1 sur H dx. Bon, je vous passe les calculs intermédiaires, je vous donne directement la réponse, vous allez trouver 2 ES pardon, sur grand L. Voilà, j'ai calculé mon premier élément donc, de ma matrice de Rader. Encore une fois, je suis passé de l'intégrale de 0 à L à 0 à L sur 2 uniquement parce que ma fonction phi 0 est différente de 0 que sur l'intervalle 0 à L sur 2. Ça va pour tout le monde, ça? C'est très clair ou pas? Ouais. OK. Bon, on va faire pareil. Alors, on ne va pas tous les calculer, mais on va en calculer d'autres. Hein. Mais juste histoire de voir que c'est pénible, quoi. Donc, R01. R01, c'est l'intégrale de 0 à L de ES, phi prime de 1, phi prime de 0, dx. Vous voyez, j'intègre toujours en fait sur tout le domaine. Hein. C'est ça dont on ne se rend pas compte quand on veut faire le calcul, c'est qu'il faut intégrer sur tout le domaine. Et alors, pareil, hein, je peux regarder ce que vaut phi prime 0. Bah, phi prime 0, il vaut moins 1 sur h. OK. Et phi prime de 1, si vous le regardez, ce phi prime de 1, il vaut plus 1 sur h. Donc là, il faut reprendre les définitions que j'avais données pour phi 1, par exemple. Donc là, je les ai reprises directement. Et en fait, ce truc-là, toc, 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 bah, en réalité, phi prime de 0, il vaut 0 sur L sur 2. Mais c'est bon, peu importe. Donc ici, en fait, ce phi prime de 1, il vaut plus 1 sur h uniquement sur l'intervalle 0 L sur 2. Pour pouvoir bien comprendre ce que je suis en train de dire, vous êtes obligé de reprendre les petits dessins des fonctions phi 0, phi 1, phi 2 qu'on avait fait au tout début. Et vous allez retrouver ça, en fait. Vous allez trouver qu'effectivement, la dérivée vaut bien 1 sur h sur l'intervalle 0, L sur 2. Par contre, il vaudra 0 sur l'autre domaine, l'autre partie. Donc, ça veut dire qu'ici, alors, pour une fois, je vais le détailler complètement. C'est l'intégrale de 0 à L de 0 à L sur 2 de ES phi prime 1 phi prime 0 dx plus l'intégrale de L sur 2 à L. Là, je suis juste en train de décomposer mon intégrale en deux bouts parce que mes fonctions phi n'ont pas les mêmes valeurs en fait sur les deux intégrales. Les deux intervalles ES phi prime 1 phi prime 0 dx. Oui, mais sur cet intervalle-là, phi prime de 0 est égal à 0. Donc, il va me rester que le premier bout. Donc, à la fin, mon R01, il va être uniquement dû à l'intégrale de 0 à L sur 2 de ES phi prime 2, phi prime, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a une erreur là, phi prime 1. Non, excusez-moi, j'ai été trop vite. Ça, j'ai déjà calculé. C'est l'intégrale de ES facteur, donc phi prime 1, c'est 1 sur h.
fois phi prime 0 sur cet intervalle qui vaut moins 1 sur h. Dx, et si vous faites tout le calcul, vous allez trouver moins 2ES sur L. Bon, le R02, pareil. Hein. Après, je vais arrêter parce que c'est un peu long et puis c'est toujours répétitif. C'est l'intégrale de 0L de phi prime 2, phi prime 0 dx, mais avec phi prime 2 qui est égal à 0 sur l'intervalle 0 à L sur 2. Et vous avez toujours phi prime 0 qui est égal à 0 sur l'intervalle L sur 2, L. Ouais, parce que ma fonction est égale à 0, elle est constante. Si vous faites le calcul, ça veut dire que vous avez le premier intervalle, c'est phi prime 2 qui va annuler l'intégrale, et le deuxième, c'est phi prime 0. Donc, ce terme-là, il vaut 0. On les fait tous comme ça, mais je vous donne que le résultat. Vous allez trouver R10 qui vaut moins 2ES sur L. Vous allez trouver R11 qui est égal à 4ES sur L. Alors celui-là, c'est le plus intéressant. Je vais peut-être le détailler parce que c'est le fameux qui va être en fait le résultat plus tard de l'assemblage. Donc, je vais le détailler parce que celui-là, finalement, c'est le seul qu'il faudrait détailler. C'est l'intégrale de 0 à L de ES phi prime 1, phi prime 1 dx. C'est égal à l'intégrale de 0 à L sur 2 de ES, du coup 1 sur h par 1 sur h dx. Et pour l'autre bout, c'est ça qui est intéressant, c'est quand je vais aller sur la bout de L2 à L, il se trouve que phi prime, il n'est pas nul sur cet intervalle-là, il vaut moins 1 sur h, donc multiplié par moins 1 sur h dx. Et là, du coup, vous voyez que c'est ici que je vais me retrouver avec 2 fois la valeur en question. C'est pour ça que je me retrouve avec le 4ES sur L au lieu de 2ES sur L. Donc l'assemblage, là, on le voit ici, là. Parce que vous voyez, je suis en train d'additionner le résultat d'intégrale. Ça, c'est sur l'élément 1 et ça, c'est sur l'élément 2. Donc en fait, la notion d'assemblage, on la voit dans cette intégrale-là. C'est pour ça que cet élément-là est particulièrement intéressant. Bon, le reste, on s'en fiche. C'est toujours le même principe. Je vous donne que le résultat. R12, vous allez trouver moins 2S sur L. R20, vous allez trouver 0. C'est aussi égal à R02, parce que ma matrice est symétrique. Et puis R21, c'est pareil, il est aussi égal à R12. Donc tout ça, c'est tout pareil. Au final, il y en a qu'un que je ne vous ai pas donné, je crois que c'est R22. Donc R22, vous allez trouver plus 2E sur 2ES sur L. Donc au final, j'ai déterminé 1 à 1 tous les éléments de ma matrice de Rieder globale qui vaut 2E sur SL. Oui, pardon. Facteur, est-ce que ça suffit là? Oui, impeccable. Facteur de 1, moins 1, moins 1, 2, 0, moins 1, 0, moins 1, 1. Voilà, et ça c'est ma matrice de Rieder globale. Donc, vous pouvez très bien le faire, en fait. Hein, ça marche très, très bien. Il faut juste avoir en tête quelle est la forme de phi. Et phi, en fait, c'est toujours la même forme. Hein. Si, par exemple, vous êtes comme ça, hop, là, vous avez xi, eh bien, votre fonction phi, c'est une fonction chapeau qui fait ça. Tac. Là, elle vaut 1, et là, elle vaut 0. Hop là. Donc là, ce que je viens de tracer, c'est... Oula, pardon. Ce que je viens de tracer, ça, c'est phi I de x. Et je vous rappelle, donc là, ici, là, j'ai un 1. Là. Donc, elle vaut 0 partout ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on écrit en abrégé que phi I de
X, I de phi, pardon, phi I de J, en abrégé, c'est delta IJ. Donc, si I égale J, il vaut 1. Si I est différent de J, bah, ma fonction vaut 0. Donc, elle ne vaut 1 que sur le nœud XI. Voilà, donc c'est avec ce petit schéma-là que vous pouvez répéter. Alors, vous redessinez phi0, vous redessinez phi1 et phi2, et vous allez retrouver donc cette chose-là. OK, donc, oui, je t'écoute. Est-ce que la matrice de R de Raider, elle sera tout le temps symétrique? Elle est symétrique parce que mon problème est symétrique là. Ok. Après, tu peux tomber sur des matrices de Raider qui ne sont pas symétriques. D'accord. Mais il y aura tout le temps des zéros, entre guillemets, là où il n'y a pas de matrice de Raider. Bah, ça dépend de ton maillage, mais effectivement, plus ton maillage va être grand, plus il va y avoir de zéros. Oui, tout à fait. Et donc, à la fin, une matrice très, très grande, en fait, elle va ressembler à ça. Grosso modo, il va y avoir des valeurs non zéro sur une diagonale, comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la largeur de bande. Et tout le reste, ça va être nul. Et cette façon donc, de montrer la matrice de Raider, suivant la façon dont on va numéroter les nœuds, alors pas en 1D parce qu'en 1D c'est trop facile, mais en 2D typiquement, cette largeur de bande, on va numéroter les nœuds pour qu'elle soit la plus petite possible, pour que le système soit plus facile à résoudre. Et tout là c'est que des zéros. Chaque côté, là, c'est que des zéros. Donc là, quand on est sur un maillage à 2 éléments, bah, c'est un des rares cas où en fait la diagonale est quasiment plus large que la matrice elle-même, quoi, parce qu'effectivement, on n'a que 2 zéros en fait, de chaque côté de notre matrice. Mais ça, oui, par construction, c'est automatique. C'est automatique. Là, encore une fois, il ne faut pas oublier pourquoi R est symétrique. Hein. C'est parce que A est symétrique. Et A est symétrique, et donc, du coup, forcément, mais c'est lié à notre problème, hein, ça, par contre. Est-ce que ça répond bien à ta question? Ouais, c'est bon aussi. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, on va calculer de la même façon. Bah, il faut calculer le second membre. Hein. Le second membre, c'est pareil. Vous n'êtes pas du tout obligé de le calculer avec des matrices élémentaires. Hein, parce que vous pouvez repartir de la définition. C'est l'intégrale de 0 à grand L de Q, phi 0 dx, par exemple. Ça, c'est L0. Et pareil, hein, vous faites tout pareil. Hein, c'est l'intégrale de 0 à L sur 2 de Q. Alors, phi 0, il vaut x1 moins x sur h. Je suis obligé de reprendre sa définition, hein, bien sûr, dx. Et puis, il se trouve qu'il vaut 0 sur l'autre. Donc là, plus 0, quoi. Et puis pareil, hein, vous avez h égale L sur 2. Et x1, en fait, c'est égal à L sur 2. Parce que ça, c'est votre premier nœud. Donc, vous faites cette intégrale-là, complète. Hein, voilà. Moi, à la fin, j'ai trouvé que c'est égal à Q de la fonction x, vous vérifierez, hein, de x2 carré, etc., entre 0 et L sur 2. Et donc là, j'ai trouvé QL sur 4. À vérifier. Hein. J'ai été peut-être un peu vite là, donc vous vérifierez si c'est bien ça. Bon, L1, L1 c'est pareil, hein, c'est assez simple. C'est l'intégrale de 0 à L de Q, mais phi 1 cette fois-ci dx. Vous voyez, je reprends que la définition, hein, c'est aussi bête que ça. Et ce L1 là, bah, lui, il est intéressant parce que lui, en fait, c'est lui qui va bénéficier de l'assemblage. C'est l'intégrale de 0 à L sur 2 de la fonction phi1. Et phi1, en fait, sa définition, c'est x moins x0 sur h. Ça, c'est sur cet intervalle-là, de 0 à L sur 2. Donc après, quand vous allez intégrer de L sur 2 à L, donc en fait, là, je suis en train de faire cette intégrale-là. Puis maintenant, il faut que je fasse celle-là pour mon phi1. Donc, je suis en train de faire la deuxième, donc plus l'intégrale de L sur 2 à L, de Q. Et là, je n'ai pas la même définition. Là, la définition de phi, dans ce cas-là, c'est x1 moins x sur h dx. Bah, pareil avec h égale sur 2, x0 égale 0.
et x1 égale L sur 2. Vous faites le calcul jusqu'au bout et vous allez trouver que L1, c'est Q, L sur 2. L2, même chose. Donc là, ça va être l'intégrale de 0 à L de Q phi 2, cette fois-ci dx. Et alors phi 2 est nul sur l'intervalle 0, L sur 2. Donc ça fait 0, plus Q intégrale de L sur 2 à L de, alors phi 2, il vaut x moins x1 sur h, sur cette partie-là, dx. Et pareil avec h égale L sur 2 et x1 égale L sur 2. Donc du coup, à la fin, vous allez trouver, une fois que vous avez tout intégré, que ça fait QL sur 4. Voilà. Donc, mon vecteur L, ma matrice colonne L, là, elle vaut QL sur 4, facteur de 1, de 1. Et encore une fois, j'insiste, hein, c'est ici, là, voilà, cette chose-là, là, ce plus qui est là, correspond en fait à l'assemblage qu'on va faire des matrices élémentaires après. C'est pour ça que ça vaut le coup de calculer au moins une fois complètement, parce que ça va vous permettre de bien comprendre ce qu'on fait quand on fait l'assemblage. Bon, je ne sais pas si vous avez vu comme c'était laborieux pour faire tous ces calculs-là, et encore, j'ai été très très vite, hein, mais si vous vouliez vraiment tout faire, chaque étape et proprement, c'est quand même un petit peu long. Donc c'est pour ça que là, vous allez, j'espère, apprécier la beauté de l'utilisation des matrices élémentaires, parce que là, maintenant, je vais le faire donc sur mes matrices élémentaires. Alors, je vais calculer, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais déterminé mon Vous R. pouvez encore remonter un peu, s'il vous plaît. Excuse-moi. Je Merci. vais calculer R alpha bêta de l'élément P plus 1. Donc ça, c'est ma matrice élémentaire. C'est l'intégrale de moins 1 à plus 1. Donc je reprends ce que j'avais écrit tout à l'heure, hein, de 2S sur H phi chapeau prime bêta phi chapeau prime alpha dx chapeau. Et j'avais phi chapeau prime de 0 qui est égal à moins 1 demi. Et phi chapeau prime de 1 qui est égal à plus 1 demi. Avec toujours pareil, h égale sur 2. Donc, à la fin, une fois que j'ai fait ça, je peux remonter? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer, ça y est, j'ai ma formule générale. Donc, je peux calculer, par exemple, R00. Donc, R00 de P plus 1, de mon élément P plus 1. Donc, ça, c'est ma matrice élémentaire. C'est 4ES sur L fois l'intégrale de moins 1 à plus 1. Il me reste en fait un quart. De 1 quart dx chapeau. Donc, si vous faites le calcul complètement, vous allez trouver 2ES sur L. De la même façon, je vais pouvoir calculer le R01 de l'élément P plus 1. C'est l'intégrale de moins 1 à plus 1 de 4ES sur L phi chapeau prime de 1 phi chapeau prime de 0 dx chapeau égale 4S sur L, intégrale de moins 1 à plus 1, de cette fois-ci, moins 1 quart dx. Et ça va vous donner R01 qui vaut moins 2ES sur L et qui est égal à R10 de P plus 1, puisqu'elle est symétrique. Et le dernier élément que vous avez à calculer, c'est R11, pardon. Et là, vous allez trouver 2ES sur L. Donc, j'ai ma matrice élémentaire. Bon, ça, je vais vite parce qu'on l'a déjà fait plein de fois. J'ai ma matrice élémentaire et mon R, en fait, je peux, du coup, l'obtenir par l'assemblage. Donc là, c'est mon nœud 1, le nœud 2, le nœud 0, le nœud 2. Hop, voilà. 0, 1 et 2. Donc, je prends ma première matrice qui vaut 2ES sur L, moins 2ES sur L, moins 2ES
sur L, et ici, elle vaut 2 ES sur L. Ça, c'est mon élément 1. Donc, il est là. Voilà, mon élément 1, sa matrice élémentaire, elle est là. Élément 1. Voilà, il est là. Donc, en fait, là, je suis pour P égale 0. Hein. Donc, je suis sur l'élément 1 parce que P égale 0. Donc, P plus 1, c'est l'élément numéro 1. Et pour, j'ai que 2 éléments, l'élément 2, j'écris maintenant ma matrice élémentaire de l'élément 2. Ben, je vais avoir un plus 2S sur L qui va venir ici. Ça, c'est mon assemblage qui veut ça. Moins 2S sur L. Moins 2S, 2ES sur L. Et plus 2ES sur L. Et là, j'ai ma deuxième matrice élémentaire qui apparaît ici. Voilà. Donc ça, c'est celle de l'élément numéro 2. Donc là, je suis pour P égale 1. Et donc l'assemblage, on le voit ici. Et on retrouve, bien sûr, strictement, c'est même pas la peine que je le réécrive, on retrouve la même chose que ça. Alors, même quand on le fait à la main, on se rend compte qu'effectivement, c'est beaucoup plus rapide de passer par le calcul d'une matrice élémentaire et de faire un assemblage. Alors, si en plus vous le faites informatiquement, vu que l'assemblage il est automatique, là, il ne faut pas s'en priver, c'est encore mieux, quoi. Le second membre, pareil. Hop, excusez-moi. Alors, c'est le second membre, mais en passant par le calcul du second membre élémentaire, hein, le fameux L alpha de P plus 1. Lui, sa définition, du coup, c'est simple, hein, c'est QL sur 4, l'intégrale de moins 1 à plus 1 de phi chapeau de alpha dx chapeau. Vous faites le calcul jusqu'au bout. Alors, c'est pareil, hein, c'est un petit peu plus long parce que là, c'est des dérivées qui ne sont pas constantes. Donc, du coup, il n'y a pas de dérivée. Donc, du coup, les fonctions ne sont pas constantes. Donc, vous allez intégrer, pour L0, si vous voulez le calculer, vous allez intégrer de moins 1 à plus 1 de phi chapeau de 0. Et phi chapeau de 0, sa définition, vous la connaissez. Elle est donnée dans le cours et dans le dernier TD, enfin, dans les derniers TD qu'on a fait, c'est 1 demi de 1 moins x chapeau dx chapeau. Vous menez le calcul jusqu'au bout et vous trouvez QL sur 4. Ça, c'est pour L0. Le deuxième terme que j'ai à calculer, j'en ai que 2 à calculer, hein, c'est le L1. L1 de P plus 1. Je reprends la définition, c'est QL sur 4 intégrale de moins 1 à plus 1 de phi 1 chapeau dx chapeau. Et je reprends la définition tout simplement de phi 1 x chapeau. C'est 1 demi de 1 plus x chapeau, dx chapeau. Et donc là, j'obtiens L1 de P plus 1 qui est égal à QL sur 4. Donc très facile, en fait, mon vecteur, c'est simplement QL sur 4, 1, 1. On va faire l'assemblage du second membre. Donc, ma matrice colonne L, là, c'est QL sur 4. Voilà. Donc là, j'ai un 1, 1. Ça correspond à la matrice colonne élémentaire du second membre pour l'élément P égale 0. Donc, c'est l'élément 1. Et ensuite, j'ai un plus 1. Et puis là, j'ai un autre 1 ici. Et ce vecteur colonne-là correspond... Bon, il est un peu tordu, mon vecteur colonne. Celui-là, il correspond à P égale 1, c'est-à-dire l'élément 2. Donc, ça vaut QL sur 4, facteur de 1, 2, 1. Exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Sauf que, je ne sais pas si vous voyez, on le trouve quand même de façon beaucoup plus rapide. Notez bien également que ce que j'ai calculé avant,
c'est-à-dire ça et ça, je n'ai à le faire qu'une fois dans mon code élément fini. Puisque je viens de le calculer sur l'élément de référence, donc ça, ce n'est pas la peine de le dupliquer. En fait, je n'ai à le calculer qu'une fois. Donc là, je pourrais augmenter mon nombre de nœuds dans mon maillage et mon nombre d'éléments. Ben, je n'aurai aucun calcul à refaire. J'ai juste à changer la taille de ma matrice de raideur globale et la taille de mon second membre. C'est tout ce que j'aurai à faire. Ça va pour tout le monde? Est-ce que, même question, est-ce que le fait de tout faire comme ça vous paraît plus clair? Ouais. Donc là, les deux méthodes étaient équivalentes. On fait qu'une des deux fois. Oui, mais si j'ai mis autant de temps pour la première, c'était pour vous montrer pourquoi il fallait jamais faire ça. Ouais, ok. Parce que le problème, c'est que si on ne le fait pas au moins une fois, finalement, je m'aperçois que vous comprenez mal, en fait, d'où ça sort l'assemblage, le machin, etc. Alors que là, normalement, ça devrait être plus facile à comprendre. Ouais, carrément. Après, je ne sais pas, hein, je ne suis pas trop à votre place, donc je peux pas le savoir comme ça. Hein. Ok, c'est bon? Allez, maintenant, eh bien, on continue. On va faire la résolution de notre système. Et c'est là qu'on va revoir les derniers éléments. Donc, notre système linéaire, là, le fameux R, U égale L, on va le résoudre. Et c'est là qu'on prend en compte, dans cette résolution-là, des conditions limites de Dirichlet. Alors, on y va. Donc ici, je reprends tout depuis le début, mais simple, hein, parce qu'en fait, je réécris ma matrice élémentaire, c'est 2E sur L facteur de 1, moins 1, 0, moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 1. Toc. Là, j'ai mes trois inconnus U0, U1, U2. Alors d'ailleurs, ce n'est pas tous des inconnus, hein, puisque je connais U2, je connais U0, pardon, et U2 est donné. Donc je connais les deux en fait. Hein. Mais ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1, 2 et 1 fois QL sur 4. Alors là, tel quel, vous ne pouvez pas résoudre en fait le système. Il a un déterminant nul. Donc du coup, vous êtes obligé de prendre en compte les conditions limites de Dirichlet pour pouvoir le faire. Alors, on va faire la première méthode qu'on vous a apprise. Elle est assez simple. On va simplement barrer les lignes et les colonnes qui correspondent en fait au Dirichlet homogène. Donc ça, c'est le Dirichlet homogène. Donc on ne va pas s'embêter avec cette partie-là du système linéaire puisqu'on n'en a pas besoin. On sait que U0, ça vaut 0, donc on ne s'embête pas. OK? On les barre. Par contre, pour le deuxième, là, par contre, c'est un Dirichlet non homogène. Donc je vais pouvoir faire ce qu'on vous a appris, c'est-à-dire je vais pouvoir remplacer ici ça par 0 et ça par, alors ça fait idiot parce que je le barre, mais ce n'était pas forcément 1 qui devrait être là, je le remplace par 1 parce que je suis sur la diagonale correspondant à ma condition de Dirichlet non homogène. Et la seule différence, bah, c'est que ce terme qui est là, le 1 qui est là, il faut que je le barre et que je le remplace par quoi? Bah, je vais le remplacer par 4 sur QL UD. Alors, pourquoi je le remplace par 4 sur QL UD? C'est parce que j'ai mis en facteur le QL sur 4. Normalement, mon second membre, j'aurais dû l'écrire QL sur 4, 2 fois QL sur 4, c'est-à-dire QL sur 2, et QL sur 4. Donc là, c'est pour que vous compreniez bien que ce ne soit pas faux. Je remplace par 4 sur QL fois QL sur 4, ce qui fait qu'en fait, je mets UD à la place. Ça va pour tout le monde? C'est bien clair, ça? Non, pas trop. Enfin, vous pouvez refaire cette petite explication-là. Oui. Alors, j'aurais pu me passer complètement de cette petite explication si mon second membre, pardon, je l'avais écrit comme ça. J'aurais très bien pu l'écrire comme ça, d'ailleurs. QL sur 4, QL sur 2 et QL sur 4. Mais là, j'ai voulu mettre QL sur 4 en facteur pour ne pas avoir à tout réécrire. C'est tout. Ça va? Ok. Et donc là, si je l'avais écrit comme ça, pourquoi pas, hein. Du coup,
celui-là, là, je l'aurais barré, j'aurais remplacé par 0, ça c'est normal. Et celui-là, je l'aurais remplacé, et je l'aurais remplacé par UD. C'est tout. Ça va? Ok. Bon, c'est juste parce que j'ai mis QL sur 4 en facteur. C'est juste à cause de ça. OK. Donc, du coup, finalement, il ne me reste plus qu'une seule équation. J'ai plus qu'une seule équation à résoudre. Mon équation que j'ai à résoudre, elle est là. C'est 2 fois U1 moins U2 qui est égal à QL sur 2. Parce que c'est 2 QL sur 4. Et la dernière équation me donne, en fait, ce que je savais déjà, que U2 égale UD. En réalité, j'ai deux équations. J'ai U2 égale UD, c'est ma dernière équation. Et puis, j'ai 2U1 moins U2 égale QL sur 2. Ça va pour tout le monde? Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, ça ne va pas du tout. Excusez-moi. Ça ne va pas, ça. J'ai juste oublié de multiplier par ce qu'il y avait devant ma matrice de Raider, là. 2ES sur L. Voilà, ça y est. C'est réparé. J'avais oublié le terme 2ES sur L. Voilà, donc une fois que j'ai ça, c'est terminé. Je peux trouver ce que vaut U1. Donc U1, ça vaut 1/2 de QL carré sur 4ES plus UD. Alors, vous ne serez pas très surpris, mais c'était exactement la même valeur que j'ai trouvée analytiquement. Alors, c'est tout à fait cohérent parce que, effectivement, il se trouve que là, avec des éléments P1, ce que j'ai utilisé ici, je trouve la solution exacte à mon problème. Dernier point. Ça, c'est pas... Alors, la seule nouveauté qu'il y a ici, la seule nouveauté, il n'y en a qu'une en réalité par rapport à ce que vous avez déjà vu, c'est comment j'ai pris en compte la condition aux limites de Dirichlet non homogène. La seule différence par rapport, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a fait l'exercice d'avant, alors je vais vous le remontrer. Ici, si j'avais eu U2 égale 0 au lieu de U2 égale UD, là, pour le dernier nœud, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pu barrer ça, puis c'était fini, quoi. OK? Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai une condition non homogène. J'ai U2 égale UD. Donc, en réalité, j'aurais pu le barrer. J'aurais pu le barrer, mais en général, ce qu'on fait informatiquement parlant, on met des zéros que sur la ligne en question, un 1 sur la diagonale, ça c'est ce qu'on vous a déjà appris à faire, mais on ne met pas de zéro sur la colonne, ça n'a pas de sens. Sinon, on ne va pas retomber sur nos pattes et trouver la solution pour U1. Et donc, du coup, ensuite, on résout comme ça. Voilà. Mais en fait, tout ça, la seule nouveauté que vous avez par rapport aux fois d'avant, c'est que je vous montre comment on prend en compte des conditions limites de Dirichlet non homogènes. Le plus propre à faire pour prendre en compte les conditions limites, qu'elles soient de Dirichlet, qu'elles soient homogènes ou non homogènes, c'est d'utiliser des multiplicateurs de Lagrange. Donc, c'est ce que je vais vous faire maintenant. On va refaire la même chose. Comme ça, là, on aura vraiment fait tout le tour. On va prendre en compte les conditions limites de Dirichlet. Et là, peu importe qu'elles soient homogènes ou pas, ça sera exactement le même traitement. Et on va répéter le processus. Donc, si vous reprenez le dernier TD où on a fait ça, on a pris la matrice de Raider complète, donc 2ES sur L, moins 2ES sur L, 0, 4ES sur L, moins 2ES sur L, 2ES sur L, moins 2ES sur L, moins 2ES sur L ici et 0 là. Donc ça, c'était notre matrice de Raider qu'on a trouvée de deux façons différentes. Ça, c'était l'initiale. Et on va rajouter, en fait, notre fameuse matrice binaire qui nous dit où est-ce qu'on a des conditions limites de Dirichlet. Alors, des conditions limites de Dirichlet, on en a deux. Donc, du coup, cette matrice binaire, elle doit faire, je crois que je l'avais mis en vert la dernière fois, elle doit faire forcément dans mon système deux éléments de large. Ça, c'est la transposée d'ailleurs de la matrice, mais peu importe.
Donc, j'en ai un ici. Et puis, bah, après, celui-là, il se retrouve nulle part. Et j'en ai un autre ici. Voilà, ça, c'est la matrice binaire de mes multiplicateurs de Lagrange. Je la retrouve sous forme de transposé ici. Alors, c'est l'inverse. Ça, c'est en fait D, puis celle que j'ai écrite avant, c'est la transposée de D. Donc là, je retrouve 1, 0, 0, 0, 0, 1. Là, je retrouve ici ma matrice 2, 2, du coup, parce que c'est le nombre d'inconnus de Dirichlet. Donc, j'ai 0 de conditions de Dirichlet, pardon, de connus de Dirichlet, je devrais dire. Donc, voilà, ça, c'est celle que j'avais appelée la matrice nulle. Ça, c'est celle que j'avais appelée D. Voilà, bon, vous avez reconnu R, donc je ne vais pas le nommer. Et ça, c'est ce que j'avais appelé la transposée de D. Et donc, tout ça, c'est à multiplier par mon vecteur d'inconnu ou de connu. Donc là, j'ai U0 que je connais, qui vaut 0. Là, j'ai U1 que je ne connais pas. Là, j'ai U2, je le remplace par UD. Là, j'ai mes fameux multiplicateurs de Lagrange, moins 1 que 0 et moins 1 que 2. Alors, j'ai mis 0 et 2 parce que ça correspond au nœud 0 et au nœud 2. Ça me permet de me repérer. Et tout ça, ça doit être égal à mon second membre que je ne touche pas, mais pour lequel j'ajoute en fait, ça c'était ce que j'ai appelé U, j'ajoute en fait mes termes. Donc, j'ai QL sur 4. Là, pour le coup, je ne vais pas factoriser, ça m'évitera des problèmes. Là, j'ai QL sur 2. Là, j'ai QL sur 4. Voilà. Et ici, j'ai 0. Ça, c'est ma condition de Dirichlet. Et là, j'ai UD. Voilà. Donc, quand on fait la résolution, en fait, il ne faut pas que je vous embrouille trop, on n'a pas besoin de mettre ça. Hein. On va retrouver automatiquement que U2 égale UD et que U0 égale U0. Et donc là, voilà, j'ai un nouveau système. Et ce nouveau système, je peux le résoudre. Alors, il se trouve que là, c'est assez rigolo parce que ça se résout très facilement. Donc, ici, je vais trouver directement alors 2ES sur L U0 moins 2ES sur L U1 plus 0 fois U2 moins 1 que 0 est égal à QL sur 4. J'aurais fallu que je rajoute les équations d'avant qui sont en fait U0 égale UD égale 0. Parce que je vais les utiliser. En fait, elles font partie de mon système. Hein. Et j'ai également U2 qui est égal à UD. Ensuite, j'ai une autre équation qui va être moins 2ES sur L U0. Celle-là, ça va s'annuler tout à l'heure, hein, puisque j'ai résolu et trouvé que U0 égale 0 et U2 égale UD sur L U1, moins 2ES sur L U2. Ça, c'est égal à QL sur 2. Et la dernière équation, la troisième, là, j'ai 0 fois U0 plus, moins 2ES sur L U1 plus 2ES sur L U2 moins 1 2 est égal à QL sur 4. Et voilà ma troisième équation. Donc là, je peux directement utiliser les résultats. Donc ça va faire 0 parce que U0 vaut 0. Ça fait 0. Bon, ça faisait déjà 0 parce que c'était multiplié par 0. Le U2, là, je vais pouvoir le remplacer par UD partout. Voilà. En fait, c'est mon système qui me donne ça directement. Voilà. Et je résous mon système. Alors, l'équation 2, en fait, va donner directement la valeur de U1. U1, c'est 1 demi, du coup, de QL carré sur 4ES plus UD. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait trouvé. Hein. L'équation 1 donne la valeur de 1 que 0. On va trouver que moins
1, 0 est égal à, donc on va trouver, je vais mettre la valeur de 1, 0 directement. Si vous prenez cette équation-là, vous allez trouver que 1, 0, c'est égal à moins QL sur 2 moins ES sur L UD. L'unité de ce truc-là, si vous regardez, c'est des newtons. Et ça, c'est en réalité le dual énergétique du déplacement en zéro. C'est donc un effort. Et cet effort, c'est l'effort de réaction en haut, en x0 égale 0. Donc tout en haut de ma barre. L'équation, alors j'ai dû faire une boulette là, l'équation 3, ouais, j'ai fait une boulette, va me donner en fait la valeur de 1, 1. Donc, pourquoi 1, 1? Pourquoi je l'appelle 1, 1? C'est pas, bon, je me suis trompé, c'est la valeur de 1, 2. De 1, 2, et vous trouvez que 1, 2, c'est égal du coup à moins QL sur 2 plus ES sur L UD. C'est pareil, c'est des newtons, et c'est l'effort de réaction en X2 qui est égal à L. Voilà. Donc ça, c'est mon effort de réaction. Alors maintenant, si vous regardez bien, je vais vous refaire un petit schéma. Donc ce qui est intéressant, c'est que je trouve un peu plus de choses que mon champ de déplacement. Je trouve aussi des efforts de réaction. Là, ça, c'est ma barre. Donc ici, là, j'ai 1,2 qui est égal, c'est mon effort de réaction qui est égal à moins QL sur 2 plus ES sur L UD. Là, ici, comme ça, là, j'ai 1,0, c'est mon effort de réaction par le plafond. QL sur 2 moins ES sur L UD. Et en réalité, mon poids, si je le ramène au centre de gravité, mon poids, là, P, de toute ma barre, en fait, c'est QL. Ça, c'est le centre de gravité de ma barre. Ma barre donc, est pendue au plafond. Voilà. Donc, j'ai un effort de réaction. Alors, vous voyez que l'effort de réaction de 1,2 et de 1,0, ce n'est pas le même signe, mais ça va dépendre de la valeur de UD. Donc, si je veux vérifier maintenant que ce que j'ai trouvé est cohérent, imaginez que je fasse la somme des efforts de toute ma poutre. Eh bien, il faut que je vérifie qu'elle est égale à 0. Ma somme des efforts, en fait, du coup, c'est P plus 1,0 plus 1,2. Ça fait moins QL sur 2 moins ES sur L UD plus QL moins QL sur 2 plus ES sur L UD. Toc, 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 égale 0. PFS respecté. Et voilà, on a résolu notre problème de poutre pesante avec un effort imposé directement au bout de la poutre. Et on a résolu complètement notre problème et on a retrouvé aussi la solution analytique. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez juste oublié un moins, monsieur. C'est Inconnu possible, 0 égale moins QL sur 2. Inconnu 0 Non, égale... sur votre schéma. Ah, sur le schéma, oui, merci. Oui, c'est merci. pour... Merci beaucoup. Tout à fait. Bon, je sais, il faut digérer tout ça, c'est pas si simple. Hein. Mais là, franchement, je pense que vous avez un problème complet qui vous balaye tout ce que vous avez vu et tout ce que vous devez savoir en MMEF sur la partie éléments finis 1D. Donc, j'espère que ça vous servira à quelque chose pour l'EDS et puis pour votre vie future aussi. Alors, vous allez très rarement faire ce genre de calcul dans votre vie future. Vous allez être beaucoup utilisateur de code éléments finis, mais il faut quand même savoir à quoi correspondent certains termes. Il faut savoir ce que c'est qu'une condition limite de Dirichlet, ce que c'est qu'une condition limite de Neumann. Donc ici, si on avait voulu mettre une condition limite de Neumann, par exemple, pour reprendre ce qu'on m'a demandé tout à l'heure, on l'aurait eu comme étant un effort imposé, par exemple, au bout de la poutre.
C'est-à-dire qu'en plus du poids propre, on tire dessus avec un effort imposé. Bah, ça, c'est une condition de Neumann. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à refaire tout le problème en mettant cette condition de Neumann. Et vous verrez que, eh bien, elle va intervenir, cette condition de Neumann, en fait, dans les termes de A et de L, mais pas ailleurs, quoi. Voilà. En tout cas, vous n'en aurez pas besoin dans les espaces vectoriels. Bon, et donc, du coup, vous aurez un problème, vous aurez une condition de Dirichlet en haut, toujours pareil, U de 0 égale 0, et vous aurez une condition de Neumann en bas. Attention, vous ne pourrez plus, si vous imposez une condition de Neumann, vous ne pourrez pas imposer une condition de Dirichlet non homogène, hein, bien sûr. Vous ne pouvez pas à la fois imposer un déplacement sur le nœud du bas et un effort sur le nœud du bas. Ça, c'est pas possible. Donc, soit vous avez un Neumann sur ce nœud, soit vous avez un Dirichlet, mais vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Donc ça, au moins, comme ça, vous pouvez le voir directement par le calcul. Est-ce que vous avez des questions pour terminer Par contre, ou on peut des questions avoir, générales? On peut Oui. avoir une condition mixte avec la somme d'un Neumann et d'un Dirichlet. Alors, oui, c'est la condition de Fourier-Robin. Donc, à ce moment-là, effectivement, celle-là, tu ne vas pas les retrouver dans l'espace vectoriel. Tu le retrouveras aussi dans A et L. Si tu as une condition de Robin, elle sera dans A et dans L. Elle ne sera pas dans l'espace vectoriel. Okay. Donc, en réalité, les conditions mixtes traitent comme des conditions de Neumann. Donc, une condition mixte, par exemple, hein, une condition mixte, ça serait ça. Donc, ça serait, attendez, je vous fais une condition de Neumann, c'est la poutre pendue, poids propre ou pas poids propre, peu importe, et vous mettez un effort F comme ça, là, et vous tirez dessus. Voilà, donc ça, c'est du Neumann. Et une condition mixte, ça serait la poutre, alors vous pouvez mettre le poids propre, hein, pas de problème. Hein, voilà. Et la condition mixte, ça serait ça. Ça serait, vous mettez le poids propre, P, comme ça, et ici, votre poutre, eh bien, elle est arrêtée, en fait, par un ressort. Voilà. Et là, ça, c'est Robin ou Fourier-Robin. Donc, dans les codes d'éléments finis, ben, vous allez retrouver forcément ces trois types de conditions limites, systématiquement. Donc, vous allez soit avoir du Dirichlet, homogène, non homogène, et du Neumann et du Fourier-Robin. Tout à fait. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ok. OK. D'autres questions? J'ai l'impression que vous êtes saturé là, non? On est bien. Vous êtes bien. OK, c'est parfait.